Voilà, eh bien, est-ce que tout le monde est prêt? On va commencer ce premier plateau média. Donc, bienvenue à tous. Merci pour ce 7e Festival international de la gastronomie de Mougins. Festival sympathique. Alors, le thème cette année, c'est médias et gastronomie, gastronomie et médias. C'est la signature, le millésime, parce que le vrai thème, c'est la gastronomie. On ne perd pas de vue que nous sommes réunis à Mougins, capitale mondiale de la gastronomie et des arts de vivre, pour parler de gastronomie. Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui est dans les médias, je ne dirais pas, sans faire de religion, le pape des médias, Philippe Bouvard. Mesdames et messieurs, Philippe Bouvard. Notre chef invité, d'honneur, président de 7e Festival de la gastronomie, Frédéric Anton, 3 étoiles, 9, et je dirais, bon jury de Masterchef, voilà, et garçon sympathique en plus. Ça c'est important, je le côtoie depuis quelques temps, c'est vraiment un garçon très sympathique, et Véronique André qui est là, qui écrit des livres, qui est journaliste. Merci Véronique. Sympathique aussi. Oui, c'est sympathique. Bon, bah écoutez, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de tenir un micro. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé, et c'est toujours un plaisir de le retrouver, surtout devant un auditoire sympathique. Je voudrais dire que ma qualification pour traiter de ce sujet, elle est peut-être pas aussi pleine que vous paraissez le penser. Je suis une grande gueule, je ne suis pas certain d'être une fine gueule. Mais comme j'expérimente à un âge plus qu'avancé que la table est un des derniers plaisirs de la vie, c'est d'ailleurs un des premiers plaisirs, hein. J'ai l'impression que toute notre vie s'écoule à table. En tout cas, on y passe beaucoup de temps. On commence avec un biberon, on finit avec de la bouillie. Il y a une unité. Alors, en plus, l'occasion d'interviewer pour la première fois quelqu'un qui m'a souvent régalé. Je connais Frédéric Anton depuis une dizaine d'années. J'appartiens à un club qui s'appelle le Club des 100, qui tous les ans fait son dîner annuel chez Frédéric au Pré-Catelan, et ça nous vaut d'excellents souvenirs. Et puis bon, j'ai beaucoup de considération pour quelqu'un qui est meilleur ouvrier de France, 3 étoiles, et en plus qui me rassure, parce que je suis certain, quand je commande chez lui un potage, qu'il n'y aura pas de cheveux dedans. Alors, je suis heureux en plus de pouvoir poser des questions, parce que je m'en pose à moi-même sur les rapports de plus en plus étroits et nombreux entre la gastronomie et les médias. Alors, je vous dis tout de suite mon sentiment, cher Frédéric. Chaque fois que j'interviewe un chef, et surtout à l'heure du déjeuner ou du dîner, je me dis que je commets une mauvaise action parce que je l'arrache à ses fourneaux. C'est exact. Mais je vais simplement, pour commencer justement avec ça, il y a une phrase de Paul Bocuse qui disait toujours « Ceux qui font la cuisine quand je suis là, c'est ceux qui la font quand je ne suis pas là. » Donc de toute façon, voilà, à un certain moment, on devient des leaders, des chefs d'entreprise. Bien sûr, on a apporté notre savoir, on l'a transmis à nos cuisiniers, parce que le métier de cuisinier, c'est la transmission du savoir. Et à partir de là, bien sûr, vous pensez bien que c'est pas moi le matin qui épluche les carottes et qui coupe la ciboulette. Donc tout simplement, il y a des gens qui sont là pour exécuter, et qu'on soit là ou sont pas là, on est simplement des gens qui visionnent les choses pour que le produit sorte au client d'une très belle façon. Enfin, il ne faut pas quand même que la fréquentation des médias vous détourne trop des fourneaux et que vous en arriviez à tourner plus de phrases que de sauce. Et c'est ce qui se produit pour certains grands chefs. C'est-à-dire qu'ils sont tellement partout. Déjà, ils possèdent jusqu'à, bon, ça me paraît impossible, mais je crois que ça existe, une vingtaine d'établissements répartis dans le monde, qu'on a l'impression qu'ils ne sont plus jamais dans leur cuisine. Alors, ensuite, il y a la multiplication des émissions culinaires. Comment vous la percevez? Moi, je pense très bien, il y a une chose, regardez aujourd'hui, alors on est dans un festival de la gastronomie, Mougins, hier était bondé de gens, je pense qu'aujourd'hui et demain, ça sera la même chose. Les gens viennent parce qu'ils sont attirés de plus en plus par la gastronomie.
parce que la gastronomie, de toute façon la cuisine en elle-même, elle a été désertée. Elle a été désertée pour nous les cuisiniers. Il y a quelques années, les écoles hôtelières étaient vides. Aujourd'hui, grâce à ces émissions de télévision et ce côté média, elles sont de nouveau pleines et on a de nouveau un vivier qui commence à se construire. On retrouve des gens compétents dans nos restaurants. Après ça, il y a eu la malbouffe. Il est vrai que les gens, de plus en plus, ont déserté aussi les cuisines à la maison. Alors c'est vrai qu'il y avait la transmission de la mère à la fille, on faisait la cuisine à la maison. À un moment, les femmes ont dit stop, nous aussi on va aller travailler et on ne fait plus à manger. Les hommes se sont nourris d'une façon, les femmes d'une autre, on allait manger au restaurant, manger un peu n'importe où, et on s'est rendu compte qu'on mangeait n'importe quoi. Aujourd'hui, simplement, de cette cuisine corvée qu'il y avait, c'est devenu une cuisine passion. On revient à la cuisine simplement pour s'amuser, pour partager, pour avoir des émotions, et ça je trouve que c'est très important. Et aujourd'hui, simplement, une tranche de tomate avec une petite vinaigrette, un peu d'échalote, un peu de persil, servi comme ça, c'est très facile, c'est très rapide et on peut bien se nourrir. Il paraît que quand vous engagez un jeune commis, vous lui faites faire, à titre de test, une salade de tomates. Peut-être pas, mais de toute façon, la base de la cuisine, c'est ça. C'est un Alors, bon attendez, produit. vous avez dit beaucoup de bien des émissions culinaires, il faut quand même apporter quelques réserves. Bon, d'abord parce qu'elles ne donnent pas toujours une image exacte de la cuisine et de ses difficultés. Absolument. Qu'elles peuvent constituer un nouveau miroir aux alouettes pour des jeunes qui pensent qu'ils vont devenir célèbres et qui n'ont pas les qualités pour faire votre métier. Et puis, parce que on risque d'avoir, et c'est paradoxal, une indigestion de cuisine. Regardez le nombre de livres de cuisine qui paraissent, et dont on dit d'ailleurs qu'ils ont sauvé l'édition française, hein, parce que ça marche. Même moi qui vous parle, et qui aurait été un bon cuisinier, mais s'il avait su allumer le gaz, j'ai publié avec mes copains des grosses têtes un livre de recettes. Bon, c'est pour vous dire que tout le monde y va. Ça marche, le créneau marche. Mais attendez, un livre de recettes que nous avons fait avec des plats que nous aimons, mais que nous sommes incapables de préparer. Alors, je sais bien que le journalisme consiste à expliquer aux autres ce qu'on n'a pas compris soi-même, mais il y a des limites quand même. Non, mais tout simplement, il faut aussi laisser un certain moment les livres aux professionnels qui peuvent apporter leur savoir. Vous savez, moi, j'ai attendu 45 ans pour faire mon premier livre. On me l'a demandé des années et des années en avance. Je pensais que c'était absolument pas normal que je puisse faire un livre, parce que pour moi, c'est cette transmission du savoir et c'était prétentieux à partir de là. Je l'ai fait quand j'étais prêt, quand j'ai eu 3 étoiles au guide Michelin, quand j'avais une cuisine qui était établie, et à partir de là, j'ai commencé à apporter ma cuisine. Et je voulais revenir simplement sur justement les médias et la poudre aux yeux qu'on apporte à la cuisine. Je suis le premier, je pense, à expliquer. Quand on voit la cuisine aujourd'hui à la télévision, certes, prendre une petite Saint-Jacques, la mettre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, on déglace, on met dans l'assiette, 2 couches de cerfeuil. Waouh, c'est magique, c'est bien. Sauf que le métier de cuisinier, c'est pas ça. C'est tous les matins, c'est 100 kg de poisson, à désarrêter, à lever, à se piquer les doigts, à sentir le poisson, les mains dans la glace. Il n'y a rien de glamour, il n'y a rien de sympathique. Et comme ça, au quotidien, tous les jours, il est clair que c'est dur, c'est compliqué. Ce métier-là, quand tout à l'heure je dis le métier de cuisinier, les cuisines étaient désertées, les écoles hôtelières étaient désertées. Moi, il y a 30 ans, quand je suis entré à l'école hôtelière, c'était un peu les gens qui avaient un niveau scolaire assez bas. C'était une voie de garage. Aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde veut changer de métier pour faire la cuisine. Mais attention, parce que le quotidien d'un cuisinier, c'est très très dur. Alors, je voudrais ajouter à ce que vient de dire Frédéric sur les recettes de cuisine un conseil. C'est de regarder de très près, voire d'acheter, le livre que Michel Guérard, qui est un pionnier de la profession, vient de sortir dans le sillage de sa cuisine minceur. C'est un terme qu'il a inventé, mais que malheureusement il n'a pas déposé et dont beaucoup se sont emparés. Et pendant toutes mes vacances à Cannes, j'ai essayé des recettes de Michel. Tous les jours une nouvelle. Il y en a 80. C'est formidable parce que non seulement ce sont des saveurs nouvelles, mais encore plus on mange, plus on maigrit. Bon, simplement un petit reproche, la durée
de préparation qui figure en exergue de chaque recette est largement sous-estimée pour des gens qui ne sont pas des professionnels. Alors, une autre question. Voilà donc, et toujours dans le cadre de gastronomie et médias, voilà donc de plus en plus médiatisé. Vous en plaignez pas, la plupart du temps, les journalistes et les cuisiniers font bon ménage, surtout que généralement, ce sont les seconds qui invitent les premiers. Mais je me demande si on ne vous interroge pas souvent sur des sujets qui vous sont totalement étrangers. Si on n'a pas fait de vous des maîtres à penser, alors que votre premier métier, c'est la cuisine. Tout à fait. Alors, moi, déjà, dans un premier temps, c'est ça. Pour moi, je pense que je suis un cuisinier et un artisan. D'accord? J'ai fait un apprentissage, j'ai fait un style de compagnonnage, et j'ai eu le titre de maître de France et j'ai eu 3 étoiles au guide Michelin. Donc je pense que mon parcours, je ne vais pas, sans être prétentieux, peut-être exemplaire dans son travail. Je l'ai fait. Pourquoi j'ai réussi de cette façon-là? C'est que j'ai travaillé, j'ai appris les bases de la cuisine, ce qui est très très important pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, il y a les médias. Les médias sont arrivés, il y a eu ces émissions de cuisine. Je vais rappeler une petite chose comme ça, parce que parfois il faut le dire. Quand il y a eu Masterchef, j'ai reçu un mail de la production TF1 avec cette émission Masterchef. Je l'ai lu, et un peu comme tout cuisinier qui garde cette tradition française, je l'ai lu, j'ai dit, c'est quoi cette connerie? J'ai laissé ce mail dans mon ordinateur pendant un mois, et puis un jour, j'étais en train de nettoyer, mettre à la corbeille tous mes mails, et puis je revois ce mail, et je le lis. Je le lis, et puis je me dis, c'est peut-être pas si bête que ça. On est dans la crise, le côté média peut être intéressant et important pour nous, et j'arrive, et il y a eu des castings de chefs. Il y a eu quand même 80 chefs qui ont été contactés sur toute la France. Et quand vous voyez, sans citer de nom, le jour où vous avez au casting un tel, tu te dis, si c'est pas moi, ça va être eux. Donc tu te dis, déjà, il y a une certaine mouvance. Après, bien sûr, comme tout, la critique a commencé à arriver, j'ai refusé, je voulais pas le faire. En fin de compte, moi, je sais la finalité, parce que je sais les gens qui ont voulu le faire, qui ont refusé, qui n'ont pas été pris, qui ont fait du forcing, du pistonnage à outrance pour pouvoir le faire, et ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'émission fonctionne, que ça touche énormément de gens, aussi bien les professionnels que les amateurs, que même avec des grands professionnels aujourd'hui, on nous parle. Et moi, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on me téléphone en me disant « Frédéric, est-ce que tu fais la saison prochaine? Si jamais, éventuellement, je pourrais prendre ta place. Si jamais je peux venir comme chef invité, ça serait super. Et si tu veux, je te mets à disposition mon palace pour venir tourner une émission. » Donc aujourd'hui, médiatiquement, ça intéresse beaucoup de gens. Quand vous êtes dans votre rôle de cuisinier, je trouve ça formidable. Et vous êtes plus qualifié qu'un autre pour parler de cuisine. Là où je commence à m'inquiéter, c'est lorsque on vous fait parler de sujets qui vous sont d'ailleurs autant étrangers qu'aux journalistes qui vous posent les questions. Moi, je considère qu'un bon cuisinier est plus admirable si c'est encore préparer le lièvre à la royale plutôt que de disserter sur Schopenhauer. Mais aujourd'hui, dans la confusion générale, on interroge tout le monde sur tout, et sur des sujets qui ne sont pas de la compétence de ceux auxquels on s'adresse. Alors je voudrais m'excuser parce que je suis un des premiers à avoir dans des émissions de radio ou de télé vous ai posé d'autres questions que culinaires aux cuisiniers. Mais de toute façon, chacun son métier. Moi, je suis tout à fait conscient de ça. Vous savez, moi, je vais parler simplement de l'émission. L'émission, si vous regardez comment je fonctionne. Je ne blague pas sur les choses. C'est souvent pourquoi on dit Frédéric Conton, il est sévère, il est dur, il sourit jamais, ainsi de suite. J'interviens seulement pour la cuisine. Ma critique, elle est faite tout simplement quand je dois dire quelque chose sur le plat, comment il est cuisiné, comment il est assaisonné, comment il est cuit. J'interviens. Le reste, c'est pas ma part. Alors, dans vos rapports avec les médias, il y a le mot, vous l'avez prononcé tout à l'heure, il y a la critique. Bon, il y a des guides qui se multiplient,
qui sont d'ailleurs plus ou moins crédibles, plus ou moins autorisés. Il y a des cuisiniers qui sont très amis avec des journalistes et il y a des journalistes qui se défendent d'être amis avec des cuisiniers afin de ne pas fausser le jeu. Je connais même un excellent chroniqueur gastronomique qui assure que personne ne connaît son visage, ce qui d'ailleurs reste à démontrer. Alors, est-ce que vous essayez de connaître un peu mieux les journalistes? Est-ce que vous les invitez? Ou est-ce que vous laissez les choses se faire normalement? Par la force des choses, et automatiquement, quand vous êtes depuis 30 ans dans le métier, que vous rencontrez certaines personnes, comme Véronique André par exemple, bien sûr, vous les connaissez, vous les côtoyez, ils viennent manger chez vous, ils parlent de vous, en bien ou en mal, ça ne change pas. Vous savez, aujourd'hui, alors on va parler du guide Michelin, d'accord? C'est pour moi, je vais parler de ça dans un premier temps. Quand on obtient quand même 3 étoiles, il y a quand même quelque chose qui arrive, c'est que moi quand j'ai obtenu 3 étoiles, il y a eu 22 passages du guide Michelin, 22 rapports sur le Pré-Catalan pour obtenir la 3e étoile. Ça veut dire qu'ils sont venus à 2, parce que la plupart du temps ils viennent à 2, une fois par mois pour justement tester notre cuisine et savoir si elle est bien ou pas. Donc ça on l'a fait et moi je peux vous garantir une seule chose, c'est qu'on ne les connaît pas. Et moi je ne les connais pas, personnellement. La seule chose que l'on peut se rendre compte, c'est des gens qui sont au restaurant et qui travaillent. Ils n'ont pas le même comportement que 2 hommes d'affaires qui viennent manger à midi et qui vont tchatcher. Ils sont au boulot, donc ils n'ont peut-être pas le même comportement. On peut se dire, tiens, peut-être que eux, c'est le guide Michelin. C'est la seule chose. Après, on côtoie, mais ça ne change pas. Moi, j'ai eu des articles, je pense que j'ai eu plus d'articles positifs que négatifs dans tous les cas. Mais c'est pareil, il se crée une amitié, il se crée une fidélité. Après ça, vous savez, la cuisine, elle ne change pas. Que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, quand le journaliste arrive et que vous faites votre plat, vous n'allez rien changer. Qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre 10 grammes de truffes de plus? Sauf que les 10 grammes de truffes de plus, eh ben, ça va justement détruire votre plat. Donc je pense qu'il ne faut rien changer. Et ce qui est important dans la cuisine, c'est la régularité. Quand j'ai compris qu'au lieu de dire « attention, il y a monsieur untel qui est dans le restaurant et on se concentre que sur lui », eh ben on se plante. Quand on dit les clients sont tous égaux, que ce soit le journaliste, monsieur untel et la personne qui vient se plaisir, on fait de la régularité. Et la régularité, c'est à ce moment-là qu'on a obtenu 3 étoiles au début. Alors, quelques questions sur votre comportement dans l'exercice de votre métier, afin de mieux connaître votre caractère. Est-ce que vous feriez, comme le cher Paul Bocuse l'a fait plusieurs fois chez lui à Collonges, si un Américain commandait du Coca-Cola au lieu d'un Pétrus, est-ce que vous le mettriez dehors en disant que l'addition est pour vous? Absolument pas. Aujourd'hui, le problème est qu'il y a le choix, il y a le choix du produit. Du moment où on a un Coca-Cola de toute façon sur la carte. Il y a des sacrilèges quand même. Il y a des sacrilèges, mais on peut pas interdire. Oui, non, mais on peut pas interdire. Aujourd'hui, moi, je suis pas, je n'ai pas le client est là, le client paye et j'ai pas le droit de lui interdire de boire du Coca-Cola. Autre question. Vous, naturellement, vous vérifiez l'assiette avant qu'on la porte dans la salle. Est-ce que vous la vérifiez aussi au retour? De moins en moins. De moins en moins. Je l'ai vérifié, il est clair que c'est très important, faire une assiette bien sûr et qu'elle sorte de la cuisine, il faut la vérifier, mais si elle revient toute pleine, ça peut être compliqué. Donc oui, je l'ai fait pour voir, mais j'ai la chance qu'elle revienne quand même assez vite. Alors, on a fait de la gastronomie une composante de l'humanisme. Alors bon, c'est un peu prétentieux, et en fait je crois que tout en aimant beaucoup la cuisine, et parfois immodérément, que c'est un alibi de goinfre. Mais bon, ça rassure tout le monde, et le fait d'avoir classé la cuisine parmi les trésors reconnus par l'UNESCO, ça a dû vous faire plaisir, ça. Ça n'a rien changé, votre préparation des plats, j'en suis certain. Voilà, c'est le geste. De toute façon, c'est le menu gastronomique français qui a été établi. C'est pas la cuisine en elle-même, c'est simplement de mettre... La gastronomie française. Voilà, bon. c'est le plat, c'est le menu, c'est l'entrée, le plat, le dessert, qu'on ne trouve pas dans certains pays qui a été classé. C'est bien parce qu'on vous assimile à un artiste,
bien que vos chefs-d'œuvre soient très périssables. On est des artisans, Moi, pour moi, on est des artisans avant d'être des artistes. Ça, c'est un point qui me tient à cœur. Le mot artiste, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas souvent. Je ne sais pas si on doit l'employer pour des cuisiniers avec justement un métier ou un art éphémère. Est-ce que justement, là, on doit se retrouver en tant qu'artiste? Je ne suis pas sûr. Quelle est votre réaction quand vous voyez un de vos clients japonais sortir son appareil photographique et prendre un cliché de tous les plats qui lui sont servis? Vous pensez qu'il fait c'est pour son album de famille ou qu'il fait de l'espionnage industriel? Je ne sais pas, mais je fais la même chose. Vous savez, je mange au restaurant. Je prends, même j'étais il y a quelques temps à Barcelone, j'ai arpenté les rues et les bars à tapas. J'ai photographié 20 fois le même plat. Donc je fais la même chose. Pour moi, c'est une mémoire culinaire. Donc eux, c'est sûrement un souvenir parce que on peut à la fois photographier un paysage, mais un plat aussi. Et ça représente la France, donc pourquoi pas. Vous avez versé un pleur lorsque Ferran Adrià, longtemps considéré comme le meilleur cuisinier du monde, a fermé son restaurant et quand la cuisine moléculaire a commencé à battre de l'aile. Je respecte et pour moi je suis en admiration sur Ferran Adrià, sauf que je n'ai pas suivi cette mouvance de cuisine moléculaire, donc je ne l'ai jamais faite, je sais la faire, j'ai tous les produits s'il le faut. Donc c'est un cuisinier qui ferme, qui ouvre et qui reviendra de toute façon encore plus fort. Alors, autre question que nous nous posons quand on voit ce métier difficile, où on travaille beaucoup, surtout au début, où on gagne très peu sa vie, où les 35 heures ont de la peine à être respectées, est-ce qu'il y a une relève pour le personnel de cuisine? Aujourd'hui, il y a un vivier extraordinaire. Alors même, je me considère de cette nouvelle génération. Je pense qu'il y a des cuisiniers extraordinaires. Je parle des jeunes. Mais c'est pareil, moi j'ai entendu, vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans la cuisine. Et j'ai entendu, ça y est, c'est fini, la gastronomie c'est fini, il n'y a personne derrière nous, il n'y a pas de relève. Et en fin de compte, il y en a eu, on est là et il y en aura de toute façon parce qu'il y a toujours des jeunes qui sortent de l'ordinaire, qui ont envie d'apprendre ce métier, qui le trouvent fabuleux, passionnant. Oui, sauf que les débuts sont difficiles. Moi, j'ai un petit-fils qui voulait être cuisinier. Et il avait vraiment, je crois, la vocation. Alors je lui ai arrangé un stage au Grand Béfour. Et pendant 15 jours, il s'est beaucoup fatigué. Et quand il est revenu, il m'a dit « c'est trop dur, j'abandonne ». Exactement, mais c'est la réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, il faut aimer ça. Quand moi je suis entré à l'école hôtelière, je voulais pas être cuisinier, je voulais être ébéniste. J'ai pas trouvé d'apprentissage en ébénisterie, c'était plus menuisier, donc c'était le côté un petit peu sculpteur sur bois, ce travail d'artisan. Et le deuxième souhait était cuisinier. Et rentrer justement dans une cuisine, faire à manger, c'est totalement différent. Il y a un mode d'emploi avant, c'est pas, on vous donne pas les produits à cuisiner. Il n'y a que les chefs qui travaillent de cette façon-là. Tout arrive comme le chirurgien, donne-moi la pince, donne-moi la serviette. À partir de là, ouais, le métier comme moi je le fais aujourd'hui et que je l'exerce, c'est magique. Mais avant, il y a cet apprentissage-là qui est dur, qui est ingrat, qui est compliqué, qui est fatigant. Et au quotidien, tous les jours à la fois, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de vie personnelle, vous n'avez pas de vie de famille. Vous travaillez hors du temps, mais ça peut être tellement enrichissant quand il y a un retour sur investissement. Est-ce que vous distinguez entre la cuisine des femmes et la cuisine des hommes, la cuisine de la viande et la cuisine du poisson, entre la cuisine et la pâtisserie? Non, ben moi, les femmes et les hommes en cuisine, c'est un peu ça? Non, je veux dire, est-ce qu'une femme fait les mêmes plats de la même façon qu'un homme? Les fait aussi bien, même mieux ou moins bien. Non. Est-ce qu'elle ne fait pas des plats différents? Même si la génération des mères qu'on a connues a peu à peu disparu. Non, parce qu'aujourd'hui on regardez Anne-Sophie Pic qui ouvre un restaurant à Paris. Qui est ouvert depuis hier ou avant-hier, oui. L'As de Pique. Non, mais des femmes comme Anne-Sophie Pic, c'est des femmes qui sont extraordinaires. De toute façon, elles sont égales à l'homme. Il n'y a pas de raison que ce soit les hommes qui soient meilleurs que les femmes en cuisine ou vice-versa, ou qu'ils apportent plus. Il y a une sensibilité pour chaque personne. On l'amène en cuisine et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'une cuisine d'auteur.
Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas savoir si on fait plus ou moins, si on sait faire ci, on sait faire ça. Simplement, on amène notre savoir, notre cuisine, et ça devient une cuisine d'auteur. Et à chaque fois, ça peut rester. Du coup, au Pré-Catelan, vous avez la chance de disposer d'une chef pâtissière géniale, hein? Exactement. Après, voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi, le côté homme et femme dans les cuisines ne me dérange absolument pas. Il y a Christelle Bruat qui est ma chef pâtissière, qui travaille avec moi depuis 10 ans, qui est une professionnelle extraordinaire, qui me soutient, qui travaille avec moi. Si j'en suis arrivé peut-être là aujourd'hui, c'est grâce à elle aussi, parce qu'il y a eu cette continuité du travail. Et donc, on est complémentaires tout simplement. Bon. Merci beaucoup, merci Frédéric. Cher Patrick, que je ne m'attendais pas à retrouver là. Cher Philippe. Surtout que la nourriture qu'il a consommée durant une période de sa vie n'était pas très gastronomique. Hein. C'est vrai, mais il y avait beaucoup d'efforts derrière quand même, de la part de ceux qui l'a préparé. Est-ce que ça s'est amélioré depuis Oui, je crois que c'est amélioré. Il y a eu beaucoup d'efforts, et pas seulement des Américains et des Russes, mais de pays pour améliorer la nourriture des cosmonautes, des astronautes. Et ma foi, c'est très bon. C'est meilleur que dans certains de ce qu'on appelle des restaurants, parce qu'on ne mange pas toujours bien dans le restaurant, vous le savez bien. Donc là-haut, au moins, c'est constant. Et comme le disait Frédéric Anton tout à l'heure, ce qui est extrêmement important chez les grands chefs, et c'est entre autres à cela qu'on les reconnaît, c'est qu'il y a une constance. Il n'y a rien de pire qu'un grand chef qui peut avoir beaucoup de talent, qui, selon les jours, selon les heures, selon les personnes, apporte un plaisir très très différent. Ça, c'est une disparité qui est terrible, qui est très injuste. Et je crois que ça doit être très très difficile de faire un très haut niveau de qualité de plat, de repas, tout le temps, pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose de vrai. Hein. C'est ça le talent d'un 3 étoiles, peut-être, d'un grand chef. Et c'est vraiment c'est ce qui est le plus dur, parce que faire un plat extraordinaire et voilà, en dents de scie, un jour bien, un jour pas bien, c'est pas ça. Il faut des fois avoir une cuisine avec un ton en dessous, mais par contre qu'elle soit tout le temps régulière. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et avec un ami, on prépare un livre qui recensera justement tout le restaurant où on mange d'une manière très différente selon les jours, selon les personnes. Non, je plaisante, mais c'est un peu vrai, non, c'est très difficile. Merci. Alors on a Véronique André qui a écrit un livre. Hein. Tu as apporté ton livre pour le présenter, c'est important. Tu l'as pas pris. Tu n'as pas pris le livre. Véronique André. Simplement, le livre pas sorti, il sortira au mois de novembre. Je vais simplement dire à Philippe que quand il dit qu'un journaliste va dans un restaurant, c'est la panique partout, dans les cuisines, je ne crois pas que ce soit vrai. Moi, je vais très souvent dans les restaurants et il suffit que je regarde la table d'à côté pour voir si l'assiette n'est pas la même que la mienne. Et en général, c'est là qu'on voit qu'il y a un bon chef, parce que chez Frédéric Anton, j'ai jamais eu ce problème. Même si tu n'étais pas là, même si je t'ai pas vu, j'ai toujours des assiettes absolument très linéaires et voilà. Donc se cacher en tant que journaliste ne sert absolument à rien, parce que de toute façon, si tu es un bon chroniqueur ou un gourmand, tu t'apercevras que la table est toujours bonne ou pas bonne. Quand si elle n'est pas bonne dans ton assiette, elle n'est pas bonne ailleurs non plus. Tout à fait. Quand elle est bonne, pareil. C'est ça, quand c'est bon, c'est bon. Monsieur le maire, tout à l'heure, on a dit les métiers d'art, vous allez rebondir sur les métiers d'art, c'est important parce qu'on mélange aussi, on mélange pas, mais la gastronomie, c'est l'art de vivre en général. Ici, Mougins, capitale de gastronomie et des arts de vivre, on a eu ce label, on est très heureux. Oui, tout à fait. D'abord, je remercie Philippe Bouvard d'être aujourd'hui ici pour pouvoir débattre devant vous. C'est la première fois que ça se passe de manière publique et c'est vraiment encore une avancée dans le cadre de ce festival et qui progresse. Donc merci Philippe infiniment. Je voulais simplement dire, j'ai beaucoup apprécié la question par rapport à l'artiste ou l'artisan. C'est vrai que bien des chefs nous ont dit qu'ils n'étaient pas des artistes, mais plutôt des artisans. C'est vrai que pourtant, on a quand même, quand on regarde, on les regarde faire, on a vraiment l'impression que ce sont des artistes qui sont au travail, hein, parce qu'il y a l'aspect anticipation, création, réalisation, la présentation, enfin, tout ça est quand même de l'ordre aussi de la décoration.
avec un but, c'est la satisfaction du client. Donc, il y a quand même ce côté artistique. Et donc l'année dernière, la ville de Mougins a obtenu le label Ville et métiers d'art, justement. Alors nous étions fiers, mais ça c'est une chose effectivement d'être ville et métiers d'art, mais surtout, implicitement, ça voulait dire que enfin la gastronomie était reconnue comme un art. Alors que jusque-là, effectivement, vous aviez des villes et métiers d'art sur la peinture, la céramique, sur beaucoup de choses, mais pas la gastronomie. Alors la gastronomie a été acceptée finalement implicitement avec ce label comme étant vraiment un art à part entière. Et pour moi, je crois que c'était vraiment une avancée importante, comme d'ailleurs l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà, c'était un temps fort, je pense aussi, dans la reconnaissance de la gastronomie. Merci, monsieur le maire. Alors, les plateaux continueront toute l'après-midi, bien sûr. Patrick Gaudry va intervenir encore cet après-midi sur l'espace, sur beaucoup de choses. Philippe Bouvard, merci. René Canton, tu es là jusqu'à la fin du festival, donc il est là. Véronique André, merci. Ce livre, on en parlera tout à l'heure sur un autre plateau. Bonsoir, bon appétit à tous. Merci.